Bonsoir à tous et bienvenue pour l'Université de la vie d'Alliance Vita. Je suis très heureuse d'ouvrir cette 19e édition. Bienvenue à vous qui venez pour la première fois à ce cycle de formation et bienvenue à vous, chers amis fidèles de l'Université de la vie, qui venez enrichir chaque année votre formation à nos côtés. Vous êtes ce soir aux 4 coins de France et même dans plusieurs villes du monde. Vous le savez, Alliance Vita propose cette formation unique en son genre, destinée au grand public et qui renouvelle chaque année le thème abordé. Nous faisons le pari de multiplier les angles de vue pour mieux décrypter notre thème par de nombreux témoignages, par des réflexions de médecins, de scientifiques et de penseurs. Nous aspirons à toujours mieux comprendre notre monde et ses enjeux en lien étroit avec l'actualité bioéthique. Ce cycle de formation est fait pour vous. Vivez-le comme un moment privilégié que vous vous offrez dans une vie parfois bien remplie. Parier sur la vie, est-ce raisonnable ? Quoi de plus incertain ? Quoi de plus risqué qu'un pari sur la vie quand on sait ce que la vie nous réserve ou justement quand on ne le sait pas ? Voilà ce que j'ai eu en tête quand nous avons décidé de ce thème audacieux qui est à la fois immense et complexe. Comment parier sur la vie quand on voit ce qu'elle nous impose de vivre, de subir même ? Je pense notamment aux plus fragiles d'entre nous, mais également à tous les sacs à dos de nos vies, bien remplis de souffrances et de difficultés. Un pari pourrait-il être raisonnable ? Ne serait-ce pas un oxymore d'associer ces deux mots ? Prenons l'exemple du pari hippique. C'est mathématique. C'est le cheval sur lequel personne ne pariera qui rapportera le plus. Est-ce raisonnable ? Nous savons bien que dans la vie, nous ne pouvons pas tout maîtriser. Notre réponse à cette question, ou plutôt à ces multiples questions du quotidien, sera toujours unique, singulière, humaine. Chacun d'entre nous construisons nos vies, en répondant aux défis qui s'imposent chaque jour. Et c'est bien le regard que nous portons sur nos vies, notre capacité à nous émerveiller des petites victoires, qui nous permet de gravir cette montagne qu'est notre vie. Sans bien sûr nier la réalité de l'existence, ni les difficultés de la société dans laquelle nous vivons, nous dessinons tous la manière dont nous voulons gravir le chemin escarpé de nos vies. L'objectif de ces 4 soirées est bien de vous proposer un chemin pour faire votre propre réponse à ce pari unique. Je voudrais ce soir remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette Université de la vie, à l'équipe nationale, qui travaille depuis de nombreux mois sur ce projet, et à tous les membres du réseau des équipes locales en France et celles de l'étranger. Un grand merci aussi tout particulier à tous les intervenants qui vont se succéder et qui vont enrichir considérablement nos 4 soirées. Et merci à vous, chers participants. Que cette Université de la vie soit une belle occasion d'approfondir votre réflexion sur la vie. Entrons maintenant dans ces soirées de formation avec curiosité et enthousiasme. Je vous souhaite une bonne Université de la vie. Bonjour à tous. À la suite de notre présidence, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau cycle de l'Université de la vie, avec une nouveauté cette année, une 4e séquence que nous vivrons en direct. Dans les 3 premières, la vie à son commencement, la vie dans son déploiement, à son achèvement, nous allons creuser ensemble des enjeux d'actualité qui nous concernent tous. Pour comprendre ce qui nous freine, ce qui nous entraîne et ce qui nous relie aussi pour faire ce pari de la vie. Et nous allons démarrer assez logiquement cette formation en parlant du début de la vie. Vous le savez, la natalité est en berne. Nous sommes passés en dessous du seuil du renouvellement des générations. Et l'année dernière, un sondage IFOP pour le magazine Elle avait produit une véritable onde de choc. 30% des femmes en âge de procréer, nous dit ce sondage, ne veulent pas d'enfants. Pourquoi ? Qu'est-ce qui explique ces chiffres ? Alors, il y a toujours eu 1000 raisons pour ne pas avoir ou ne pas vouloir d'enfants, des raisons qui sont propres à chacun. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'avant, ce choix personnel n'était pas brandi comme une revendication. Mais aujourd'hui, certains en font une sorte d'étendard, comme si c'était une revendication collective qui serait bonne pour tout le monde, au fond comme une sorte d'idéal politique, un horizon à atteindre. On constate
dans tout ça qu'il y a un mouvement minoritaire, mais bruyant, de ce qu'on peut appeler un désenchantement de la maternité. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec la journaliste Azilis Lecor. Azilis est rédactrice en chef au JDD, le journal du dimanche. Vous l'avez peut-être déjà aussi vu sur BFM TV dans l'émission 22h Max où elle est également chroniqueuse. Azilis est passionnée par la philosophie politique qui permet de comprendre et d'appréhender les mutations du monde contemporain. Et elle va nous décrypter ce soir les discours et les manifestations de cette nouvelle forme de déconstruction qui vise à effilocher ce qui fait l'un des maillons essentiels de notre civilisation, à savoir la cellule familiale. On vous dit que c'est du fantasme, que ceux qui prônent les discours No Kids ou Child Free ne sont pas un danger, que c'est une panique morale, une vue de l'esprit, qu'ils viennent simplement perturber un exposé communément admis, qu'ils remettent en cause le lobby nataliste. Ces discours, et c'est ce à quoi nous allons nous intéresser ensemble, s'ancrent dans un problème structurel. En 2023, chaque nouveau mois qui passe confirme la baisse de la natalité en France. En août, 1896 bébés sont nés en moyenne par jour, soit une chute de 8% par rapport à août 2022. Aux 2/3 de l'année, on compte déjà environ 35 000 naissances de moins en 2023 qu'en 2022, soit une baisse de 7,2%. Ces discours prônent une philosophie déconstructionniste, dont la seule visée est, sous couvert de défendre l'épanouissement de l'individu, de détricoter ce maillage civilisationnel qui est le nôtre et qui se fonde sur la cellule familiale. Ce que je vous propose, c'est d'étudier les discours et les manifestations de cette déconstruction en cours pour mieux l'appréhender. Parmi ceux qui s'attaquent à la question de la parentalité, les plus connus sont les GINK, Green Inclination No Kids, littéralement engagement vert, pas d'enfants. Ce terme désigne les personnes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants pour sauver la planète. Le mouvement, né il y a 10 ans aux États-Unis, prône le slogan « Si tu aimes les enfants, ne les mets pas au monde, c'est une poubelle ». Il faut dire qu'entre les restrictions d'eau à cause de la sécheresse chaque été, les méga-feux, les grandes crues, les catastrophes liées au réchauffement climatique, la 5e extinction de masse, il y a de quoi s'alarmer. Mais ne plus faire d'enfants, est-ce la meilleure façon de répondre à cette urgence climatique ? C'est ce qu'affirmait en 2017 une étude qui évaluait le coût climatique d'une naissance à 60 tonnes équivalent CO2 par an, soit 6 fois l'empreinte carbone d'un Français moyen. La conclusion était sans appel, faire un enfant de moins permettrait à une personne d'éviter 58 tonnes de CO2 par an, bien plus que se passer de voiture ou de manger végétarien. Ces calculs ont été totalement récusés par plusieurs experts, dont l'ingénieur Emmanuel Pont. La question que doivent se poser ces militants, c'est à quoi bon ? À quoi bon protéger la planète si c'est pour ne plus l'habiter ? Transmettre la vie ne revient-elle pas à imiter la nature en poursuivant l'aventure de la génération ? Cette idéologie du contrôle des naissances n'est en réalité pas neuve. C'est le pasteur Thomas Malthus qui l'a théorisée à la fin du XVIIIe siècle. Son constat était simple. La population progresse plus vite que les subsistances, ce qui engendre un déséquilibre croissant. La solution ? Limiter le nombre de naissances. Au début du XXe siècle, les néo-malthusiens vont réactualiser la doctrine de Malthus. Cette fois, la limitation des naissances devient un droit et un devoir humain. Les néo-malthusiens prônent la contraception et la grève des ventres afin de libérer les femmes. Ils contestent les politiques natalistes qui maximisent la chair à canon et la chair à travail. Une contestation donc à la fois anticapitaliste et antimilitariste. Cette doctrine, on le comprend, s'oppose à l'idée même de civilisation. Car toute civilisation doit pouvoir engager ses forces vives pour se défendre, être capable de former ses enfants au goût de l'effort et du sacrifice. Pour y parvenir, et contrairement à Malthus, les néo-malthusiens ne défendent pas la chasteté ou le mariage tardif, mais encouragent l'activité sexuelle dont ils considèrent qu'elle fait partie du bonheur humain auquel tout individu a le droit d'aspirer. Ils préconisent donc l'information de la population quant à l'anatomie humaine, au fonctionnement des organes reproducteurs, à l'usage de moyens contraceptifs et le recours à l'avortement si cela est nécessaire. Les néo-malthusiens se démarquent par ailleurs de la pensée de Malthus,
qui voit dans l'instauration du contrôle des naissances un moyen d'empêcher la dangereuse prolifération des classes populaires. Les chefs de file du néo-malthusianisme, parmi lesquels Paul Robin, voient au contraire dans leur mouvement un moyen d'émanciper les classes populaires et de leur permettre de ne mettre au monde un enfant que si les conditions sont réunies pour qu'il soit nourri, éduqué et soigné aussi bien que possible. Arrêtons-nous sur ce point. S'il est juste de vouloir offrir les meilleures conditions de vie à l'ensemble de la population, pourquoi ne pas vouloir prendre en charge les êtres humains qui viennent au monde ? Cette logique est encore très prégnante aujourd'hui. L'on propose à des jeunes femmes l'avortement pour seule solution, plutôt que de rendre leurs conditions d'existence les meilleures possibles. Ne nous trompons pas sur les intentions de ceux qui parlent d'humanisme sans vouloir se rendre responsables d'autrui, de cet autre qui est et qui vient. Un autre argument des néo-malthusiens, dont l'héritage est prégnant, est la volonté de libérer la femme de la maternité, considérée comme une aliénation. Cela me permet une transition toute trouvée avec le second discours que j'aimerais pointer du doigt, à savoir le discours féministe. D'emblée, je souhaite dire que la maternité ne doit pas être un destin forcé. J'entends que devenir mère n'est pas une évidence pour toutes les femmes, que certaines estiment que leur épanouissement passe par d'autres choix de vie. Ces dernières années, plusieurs ouvrages ont évoqué le regret maternel. Alors que les femmes peuvent désormais choisir de devenir ou non des mères, contrairement à l'époque de Malthus, par les moyens de contraception notamment, l'on s'attaque désormais à l'enfant qui est déjà là. Astrid Hurault de Ligny, qui a écrit un livre portant ce titre, Le regret maternel, explique que son regret ne concerne pas son enfant, mais l'institution de la maternité. Ces femmes, qui ont témoigné au nombre de 10 dans le livre de Stéphanie Thomas, Mal des mères, expliquent quant à elles qu'elles perçoivent la maternité comme un frein à leur temps libre, à leur liberté et à leur autonomie. Ces femmes disent aimer leur enfant, mais déplorent d'avoir endossé le rôle de mère. L'enfant n'est plus perçu que comme un boulet à leur cheville, et puisqu'il faut trouver un coupable à leur souffrance, il s'agit de la société patriarcale et de ses injonctions avilissantes. En réalité, la dénonciation de ce prétendu tabou ne fait que réitérer l'affirmation de Simone de Beauvoir dans Le Deuxième sexe au sujet de la condition féminine. Son malheur, c'est d'avoir été biologiquement vouée à répéter la vie, écrit-elle. La maternité ne peut pas être source de joie et d'épanouissement, car elle réduit la femme à sa condition de femelle imposée par la biologie. Simone de Beauvoir écrit encore « D'abord violée, la femelle est ensuite aliénée. Habitée par un autre qui se nourrit de sa substance, la femelle, pendant le temps de la gestation, est à la fois soi-même et autre que soi-même. La femelle s'abdique au profit de l'espèce qui réclame cette abdication. » C'est un dégoût profond du corps de la femme qui meut la pensée de Simone de Beauvoir à l'égard de la maternité depuis les années 50. Les child-free, sans enfants par choix aujourd'hui, se défendent de s'attaquer à la maternité. Elles ou ils prétendent simplement vouloir préserver leur liberté de ne pas faire d'enfants et estiment que la société les pousse à en faire contre leur gré. C'est pourtant bien une entreprise de déconstruction du donné naturel que nous assistons. Le dernier phénomène que j'aimerais évoquer avec vous est celui du pet parenting, qui consiste à considérer son animal comme son enfant, pas l'inverse. Hélène Gatto, une vétérinaire et chroniqueuse radio, a fait paraître récemment « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant ?» Ne parvenant pas totalement à renoncer à la maternité, elle fonde celle-ci dans sa relation avec son border terrier. Elle se considère elle-même comme une dog mom. Je vous laisse le soin de traduire. Attention, pour les amoureux des bêtes, il n'est pas question de choisir. Évidemment, l'animal de compagnie est source de joie et peut même être un merveilleux compagnon pour les enfants. Mais Hélène Gatto, elle, a choisi. Elle explique par exemple avoir établi une liste de contraintes et d'avantages, comme on le fait grâce au comparateur en ligne au moment de choisir une chambre d'hôtel, pour savoir ce qui est le plus avantageux entre avoir un enfant ou un chien. L'animal de compagnie est une option plus intéressante, juge-t-elle, qu'un enfant au regard des dépenses financières engagées, du temps qu'il faut y consacrer et de la relative simplicité des soins qu'il requiert. On pourrait croire, une fois de plus, que cela est un fait isolé, un délire bourgeois. Or, selon une enquête de 2020 auprès de plus de 14 000 foyers, la France recense près de 15,1 millions de chats répartis dans 9,1 millions de foyers, ce qui constitue
une augmentation de 6,6% en 2 ans. Un article publié dans le Figaro le 7 novembre 2023 expliquait que la presse ibérique faisait le parallèle entre la baisse des naissances et l'augmentation du nombre de quadrupèdes, en particulier depuis le Covid. Cet article précise que ce phénomène est essentiellement urbain et particulièrement criant à Barcelone. L'on touche ici, me semble-t-il, au stade suprême de la déconstruction. Certes, la volonté première est de profiter de son confort, de sa vie, sans être responsable d'un autre. Mais cela va plus loin, car l'homme rejette ainsi sa propre singularité. Trouver dans l'animal une maternité de substitution, c'est oublier que pour qu'il y ait un autre, celui-ci doit être le même. On ne tient pas son fils en laisse. C'est bien toute la différence entre l'homme et la bête. L'autre nous échappe nécessairement. Il peut nous blesser, pas par un coup de griffe ou de dent, plus insidieusement, plus profondément. Notre animal de compagnie, lui, se tiendra toujours fidèlement à nos côtés. Mais jamais il ne saura dire « je t'aime ». Et est-ce seulement ce qu'on peut attendre de la vie? Alors, pour conclure, quelle réponse? Une fois que l'on a égrené ces discours mortifères, nous n'y avons pas répondu. L'idée était de vous y rendre attentif. Pour clôturer cet exposé, j'aimerais très humblement partager avec vous mon expérience de la maternité. Parce que je n'ai rien vécu de plus grand ni de plus beau dans mon existence. L'annonce si banale d'une grossesse dans un monde qui compte 8 milliards d'êtres humains reste toujours un cataclysme. Pour la future mère d'abord, puis pour le père, mais aussi pour l'entourage. Une grossesse est une banale surprise, pourrait-on dire. La maternité nous rend vivantes. Nous ne sommes pas seulement parasités par cet être qui nous habite. La vie s'incarne en nous. C'est moi-même qui sens ma chair prendre vie grâce à cette vie nouvelle. La nouveauté inouïe de quelqu'un qui arrive en moi. Simone de Beauvoir disait aussi « On ne naît pas mère, on le devient ». Et cette fois, elle visait juste. C'est en répondant de l'autre, à partir de cette expérience charnelle, que j'apprends à devenir mère. Répondre d'eux, c'est accepter d'être responsable de cet être qui vient au monde. Car en devenant parents, nous ne vivons plus simplement pour nous-mêmes. C'est cette dimension, celle de l'engagement, me semble-t-il, qui pose tant problème à nos contemporains. Et c'est bien la plus difficile, j'en conviens. L'engendrement est un renouveau. Être mère, c'est découvrir que la vie n'est pas donnée une fois pour toutes, mais qu'elle se réinvente sans cesse. Face à toutes les inquiétudes légitimes du temps présent, mettre au monde un enfant est le plus grand acte d'espérance qui soit, et l'une des seules véritables sources de réenchantement de notre monde.
Discours gink, féministe, éco-anxiété, mouvement de regret maternel. On vient d'avoir quelques éclairages sur ces éléments, quelques-uns des éléments en tout cas qui marquent aujourd'hui la culture ambiante. Toutes ces nouvelles injonctions, l'air de rien, ne nourrissent pas la liberté personnelle de chacun, au fond, devant cette question de la maternité. Il y a quand même heureusement d'autres voix qui sont moins désespérantes, comme Azilis à l'instant, qui, à ce désenchantement contemporain, oppose que mettre au monde un enfant est l'une des seules véritables sources de réenchantement de notre monde. Et nous allons poursuivre maintenant avec Jeanne Bertin-Hugo, qui vient nous parler de l'élan de vie. Jeanne est psychologue, elle a travaillé pendant longtemps dans le milieu de la petite enfance. Elle est responsable aujourd'hui du service d'écoute SOS Bébé, dont les écoutants accompagnent au quotidien des femmes, mais aussi parfois des hommes, qui viennent confier, déposer leurs fardeaux, leurs angoisses, leurs questions autour d'une grossesse imprévue, autour de cette question de la maternité, du désir d'enfant, de l'infertilité, des pressions aussi que parfois elles peuvent subir. Et de cette expérience, Jeanne vient nous proposer une réflexion sur une réalité humaine, celle de l'élan de vie qui habite chacune de nos existences. Nous avons tous déjà fait dans notre vie l'expérience d'un élan de vie. Sans bien être capable de le définir ou de l'expliquer, nous savons que se cache derrière ces trois mots « élan de vie » quelque chose qui nous parle de notre réalité humaine. Et que des événements, des conditions peuvent l'alimenter ou au contraire l'étouffer ou l'éteindre. Je voudrais partir de mon expérience de psychologue dans la petite enfance et de l'expérience si forte et si riche des accompagnements dans le service d'écoute SOS Bébé pour dégager avec vous quelques pistes de réflexion que j'entrevois. Qu'est-ce qui influe sur nos élans de vie ? La première piste, c'est celle de l'ambivalence. C'est une caractéristique de notre humanité, nous faisons l'expérience de l'ambivalence, en particulier celle de nos désirs. Le désir est l'essence même de l'homme, dit Spinoza, c'est pourquoi lorsqu'un désir est satisfait, un autre renaît. Un psychiatre a décrit l'ambivalence affective comme une présence simultanée de deux sentiments opposés, attraction et répulsion, de deux directions opposées de la même volonté par rapport à un objet. L'ambivalence affective est synonyme de contradiction. Elle témoigne de la grande complexité de l'être humain sur le plan émotionnel. Elle génère simultanément un mal-être lié au tiraillement, tout en favorisant la conscience de soi et la créativité pour résoudre cette tension. Si nous prenons l'exemple du désir d'enfant, nous voyons qu'il y a très souvent une ambivalence et parfois un conflit entre le désir conscient et le désir inconscient. Il peut y avoir des doutes, des craintes liées à ce désir, par exemple la peur de renoncer à l'enfant que l'on a été. Des souffrances anciennes dans les liens familiaux, des secrets de famille enfouis depuis plusieurs générations. Pour certaines femmes, la pression familiale ou sociale sur la nécessité de s'accomplir par la maternité est telle qu'elles ne peuvent pas ou n'osent pas exprimer leurs souffrances ou leurs difficultés d'accéder à la maternité, ni imaginer d'autres formes de fécondité. De nombreuses dimensions inconscientes peuvent venir entraver l'accès à la maternité et à la paternité. Et c'est là qu'intervient le riche travail de la parole et de l'écoute, qui peut déverrouiller des nœuds inconscients, permettre à la vie psychique de s'aérer, de se transformer. De cette transformation peut résulter une place pour accueillir un enfant. Le terme de grossesse non désirée n'illustre pas la complexité du désir. Le vocabulaire de grossesse non prévue ou inattendue est plus juste, car le désir d'enfant est bien souvent camouflé,
inconscient au-delà de ce qu'un couple envisage ou planifie. L'ambivalence pendant la grossesse est souvent inconsciente et peut convoquer des sentiments d'amour et de haine, d'attachement et de rejet. En psychologie, l'amour et la haine sont complémentaires. Ce sont deux sentiments puissants, desquels découle une infinité d'autres qui ne seraient que leur variation. Parfois, nous entendons des femmes s'exprimer à propos de ce sentiment d'étrangeté. J'ai l'impression d'avoir un extraterrestre dans le ventre. Winnicott, qui est pédopsychiatre anglais, a mis en avant la capacité chez la mère à haïr sans détruire, comme une capacité normale et remarquable chez elle. Cette capacité d'accueillir la haine sans le faire payer à l'enfant, sans attendre quelque chose en retour. En effet, le futur bébé est source de plaisir et de déplaisir. Mais l'ambivalence exprime déjà l'attachement. Cette ambiguïté des sentiments brise les certitudes parfois trop installées et permet la créativité. Mettre des mots sur ce qu'on éprouve, aussi bien dans la tendresse que dans la haine, c'est cela qui est humain, dit Françoise Dolto. Lorsqu'on traverse une difficulté, une épreuve de vie, comme nous pouvons en vivre régulièrement, nous sentons perdus et pouvons faire l'expérience de sentiments qui nous traversent et qui nous aident ou pas à choisir la vie. Je vais illustrer en prenant un exemple. Intimement lié au désir de vivre et de choisir la vie, c'est celui du deuil périnatal. Quand un couple perd son bébé, sans oublier que chaque histoire est singulière. Nous pouvons faire l'expérience de l'ambivalence, un désir d'avancer et une peur insupportable et irraisonnée d'effacer un peu plus le bébé disparu. On veut, mais on ne veut pas. On peut ressentir aussi de la culpabilité envers son bébé décédé, mais aussi envers ce bébé qu'on attend. Ressentir un conflit de loyauté, peur d'oublier l'enfant décédé et à l'inverse, peur aussi, pour l'enfant à venir, quelle sera la place de chacun. On peut éprouver la perte de l'insouciance, tout paraît dangereux, tout ce qui pourrait arriver de grave devient de l'ordre du possible, puisque cela s'est déjà produit. On peut éprouver des doutes importants, sentiments de perte de repères. Comment je vais faire pour aimer cet enfant autant que son frère ou sa sœur? Un travail sur la peur peut être utile, par exemple, se réconcilier avec l'idée qu'une nouvelle grossesse n'empêche pas le processus de deuil et peut parfois favoriser sa dynamique en apportant de l'espoir contre l'immobilisme psychique. Troisième piste, il y a toutes ces peurs que nous affrontons qui peuvent venir paralyser nos élans de vie. La peur des conditions de vie. Nous le voyons dans le service SOS Bébé, les conditions d'accueil de la vie sont rendues de plus en plus difficiles par l'inflation économique et la précarité. Des personnes nous sollicitent car elles se posent la question d'interrompre une grossesse et voudraient un contexte plus favorable pour accueillir un enfant. Une étude aux États-Unis révèle que 60% des femmes qui ont subi une interruption de grossesse auraient préféré accoucher si elles avaient reçu plus de soutien ou bénéficié d'une plus grande sécurité économique. L'épidémie cachée d'avortements non désirés est réelle, lit-on en conclusion de cette étude. En France, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la DREES, révèle en 2020 que les femmes aux revenus les plus faibles ont davantage recours à l'IVG que les plus aisées. L'avortement risque donc de devenir un marqueur d'inégalité sociale. Parlons de la peur du regard des autres, de sortir de la norme, cette peur qui nous rend moins libres pour accueillir l'élan de vie. Les normes sociales sont de plus en plus exigeantes. Être ni trop jeune, ni trop âgé, avoir un couple et un travail stable, des revenus suffisants. En France, la norme impose d'avoir terminé ses études avant de constituer une famille. Ainsi, 85% des grossesses étudiantes se terminent par une IVG. Et le plus fort taux d'avortement est chez les 25-29 ans, à un moment où ces jeunes auraient besoin d'être rassurés et aidés par des mesures leur permettant de concilier études,
début de vie professionnelle et vie familiale. Je ne me sens pas prêt. Cette phrase que nous entendons souvent dit aussi ce souci d'offrir le meilleur. La peur de la solitude, de l'abandon est décisive aussi dans nos élans de vie. Pour une femme, c'est primordial dans le fait de choisir de poursuivre ou non sa grossesse. Nombreuses sont celles qui nous disent que leur compagnon a mal réagi à l'annonce d'une grossesse imprévue, menace de la quitter si elle n'avorte pas. L'homme a besoin de plus de temps pour prendre conscience de sa paternité, parfois lors des échographies, à la naissance ou encore quelques mois plus tard. Pendant la grossesse, il est le témoin extérieur des changements du corps féminin. Et le futur papa peut ressentir un fort sentiment d'insécurité et assumer un enfant peut être pour lui une perspective angoissante. L'accueil de la vie nécessite parfois de parier sur le temps. Une femme nous livre « Je pense que mon compagnon a besoin de temps pour accepter la nouvelle. Je ne lui fermerai pas la porte s'il souhaite faire partie de la vie de cet enfant. Je suis un peu dépassée, ne sais plus de quelle façon agir. » Cela m'amène pour finir à parler du lien, qui est vraiment un enjeu prioritaire pour favoriser l'élan de vie. On ne peut pas affronter la vie tout seul, nous avons besoin des autres. Nous sentons que la qualité de notre vie dépend beaucoup de la qualité de nos relations. Lors de la découverte d'une grossesse imprévue, la femme est aidée dans l'accueil de la vie par le lien physique direct qui s'établit avec le bébé. Elle vit dans son corps des changements hormonaux dès le début de la grossesse. Ce bouleversement hormonal fragilise la femme enceinte qui a besoin d'être en lien, entourée par un regard bienveillant. Les 1000 premiers jours de l'enfant, c'est la période reconnue comme particulière du fait de la fragilité de la femme enceinte et déterminante pour la santé des femmes et des enfants. Elle commence dès le début de la grossesse et jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Ce besoin de lien, des initiatives créatrices nous le prouvent. Je pense par exemple au lieu d'accueil enfants-parents, qui invite les femmes enceintes et les parents avec leurs enfants jusqu'à 3 ans à partager un temps de convivialité pour sortir de l'isolement. L'écoute bienveillante offre à l'autre l'attention dont il a besoin pour sortir de sa solitude, se libérer de ses peurs, imaginer d'autres chemins possibles. L'écoute est vraiment le meilleur pari pour accueillir l'élan de la vie.
Ambivalence, peur, expérience difficile, échec. On voit que les freins à nos élans de vie ne manquent pas, évidemment. Jeanne en a détaillé plusieurs. Moi, je vous invite à prendre le temps, dans quelques jours plus tard, si vous repensez à cet enseignement, à vous demander ce qui, au contraire, vient renforcer, vient porter tous nos élans de vie. Et en particulier, Jeanne l'a très bien dit, il y a cette question des liens, de ce qui nous unit les uns aux autres dans nos vies. Elle mentionnait l'écoute, eh bien, il y a aussi du coup l'écoute intérieure. Nous allons maintenant passer à l'enseignement dont je suis chargée. Je vous propose qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'apporte, à ce qu'apprend collectivement l'enfantement et à la manière aussi dont les nouvelles techniques de procréation artificielle viennent bousculer tout ça. Des changements qui sont assez récents finalement à l'échelle de l'histoire humaine et donc on n'a pas vraiment de recul sur tout ça. Qu'est-ce que ça change pour tout le monde, le simple fait que ça existe ? Est-ce que la tentation de maîtriser le mystère de la naissance transforme des choses dans la culture ambiante et dans les relations humaines ? Faire un enfant a toujours eu quelque chose d'un peu fou, un saut dans l'inconnu. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce qu'on sera à la hauteur ? Il y a toujours une forme de pari sur la vie quand on donne la vie. Dans les années 80 en Californie, un homme d'affaires fortuné a créé une banque de sperme de génie. Il contactait les Nobel, les scientifiques pour les convaincre de lui léguer leurs gamètes. Et 230 bébés sont nés, dont Tom, conçu avec un donneur diplômé du MIT, doté de 160 de QI. Tom confie s'être toujours senti obligé de faire quelque chose de ce merveilleux matériel génétique par lequel il avait finalement la chance d'exister. Il savait, sa mère lui rappelait, donc il a grandi avec ce surmoi parental. Le surmoi, pour certains psys, c'est une part de notre fonctionnement, une sorte de conseiller intérieur qui guide, voire qui commande au moi, c'est-à-dire notre être conscient, comment agir. Ce fonctionnement normal se construit dès la petite enfance avec ce qu'on vit, ce qu'on enregistre et qui fait qu'on s'envoie à nous-mêmes, de manière inconsciente, des peurs, des reproches, des exigences, des forces positives et négatives qui vont nous freiner ou au contraire nous entraîner et évidemment dans un contexte évolutif parce que rien n'est jamais définitif. Mais avec cet exemple, on voit qu'on a affaire là à un surmoi d'un genre nouveau, quasiment inscrit dans les gènes. Et j'ai choisi cette anecdote pour mettre en parallèle d'un côté ce que l'enfantement nous révèle de notre humanité, et puis de l'autre, l'impact possible des nouvelles techniques, pratiques de procréation artificielle sur les mentalités. Où et comment elles peuvent modifier nos repères culturels. Même si tout le monde ne devient pas parent, l'enfantement concerne tout le monde. C'est un sujet de société, politique. C'est pour ça qu'on doit penser ces questions. Mais ce serait un peu court de dire que juste la technique change les esprits comme si elle arrivait de nulle part et que finalement on la subissait. En réalité, une pensée, une volonté humaine préexiste toujours à la technique. Elle en imagine ou elle en fantasme le besoin, elle organise sa mise au point et elle décide ou pas de son usage. Pensée et technique en fait s'influencent et je crois que c'est peu de dire que cette pensée est souvent aspirée par les pressions de l'individu au désir tout-puissant, par les logiques de marché, par ce vieux rêve aussi de l'homme de changer sa nature humaine, au fond de mettre la main sur la vie. Tout ça modifie, et je pense que c'est assez peu étudié, la relation à soi, aux autres, et puis finalement bien notre vision d'autrui, de la société et même de la vie. L'enfantement, il inscrit, il ramène au temps. Le temps que ça prend, il faut 9 mois. Modernité ou pas, c'est pas moins qu'il y a 100 ans. Autant que ça prend d'apprendre à marcher, parler, autant long qui écrit les générations, on devient
fils, père, grand-père. Il ramène au temps qui passe, qui s'efface, qui apprend aussi à laisser sa place. Et la procréation artificielle, au contraire, elle peut donner l'illusion de défier le temps. Aux États-Unis, des jumeaux sont nés après 30 ans de congélation de embryons. Un petit garçon après 27 ans. Et la femme qui l'a porté, qui l'a mis au monde, elle n'était même pas encore née au moment où lui était conçu. La technique, elle peut aussi donner l'illusion de défier la mort. Parce que la PMA, elle peut continuer en post-mortem, après la mort de l'un ou même des deux parents. Elle se pratique dans plusieurs pays. Et en France, un député a essayé de la faire passer et il l'avait baptisée PMA de volonté survivante. C'est, je crois, très évocateur de ce désir de toute puissance. Et le simple fait que ça existe, que ce soit possible, eh bien ça impacte, à mon avis, dans l'imaginaire collectif, ce consentement difficile à la finitude, à l'irrémédiable dans nos vies. Donner la vie, c'est l'expérience commune d'accueillir le plus petit, le dépendant, le vulnérable. Ça réapprend, voire même ça réconcilie avec cette profonde réalité de notre nature humaine faite de vulnérabilité, d'interdépendance et puis de limites, quoi. L'enfant, c'est celui qui fait exploser les idées qu'on se fait parce qu'il n'est jamais comme on l'attendait. Il y a évidemment des ressemblances physiques, par exemple, ça c'est la merveille de la génétique, mais c'est tout sauf de la reproduction. Et ce qu'apprend, je crois, l'enfantement, c'est avoir l'unique en chacun et chacun comme unique. Mais la technique, elle normalise. Elle donne le pouvoir de choisir l'autre selon certains critères. Dans certains pays, il y a des cliniques qui proposent des PAC, FIV des pays, fécondation in vitro et diagnostic préimplantatoire, pour choisir ces embryons comme on choisirait les options. La couleur des yeux, le sexe, tous ces secrets qu'on peut finalement percer dès l'éprouvettes. Et aux États-Unis, une enquête a révélé que 3% des parents qui sont atteints de surdité d'origine génétique eh bien, ont choisi de ne pas faire leur bébé sous la couette, mais d'avoir intentionnellement recours au FIV-DPI pour choisir un embryon porteur, lui aussi, de surdité, parce qu'ils souhaitent transmettre leur handicap en héritage pour que leur enfant partage les mêmes moyens de communication. Ce que ces techniques consacrent, je crois, c'est un pouvoir du fort sur le faible et on peine à mesurer encore les conséquences de tout ça. C'est pas seulement la recherche de perfection l'enjeu, mais c'est la disposition humaine que ça exprime et que ça promeut en fait. Et voyez la dernière campagne de l'Agence de la biomédecine pour recruter des donneurs, et je crois à ce sens assez emblématique, parce que son slogan c'est « Donner ses gamètes, ce n'est pas faire un enfant, c'est faire des parents ». En une phrase, elle montre vers qui se focalise l'intérêt, faire des parents. Et avec ça, je crois qu'on est tous invités à dévier notre regard de ce qui devrait être prioritaire, l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors qu'est-ce que ça laisse entendre une société qui tolère tout ça, même si évidemment tout le monde ne le pratique pas? Bien, ça laisse entendre que c'est légitime en fait de vouloir que l'autre soit comme je veux qu'il soit et que le désir fait droit. Et comment on va éviter avec tout ça que ce mode de pensée ne contamine toutes les sphères professionnelles, amicales, et qu'au passage, eh bien, ça fragilise les relations humaines. La technique entretient aussi l'illusion qu'on pourrait et qu'on devrait tout maîtriser. Projet parental, diktat de la classification des grossesses en désirées et non désirées. Elle entretient la technique l'illusion que le risque pourrait disparaître. Et la France, vous voyez, elle détient l'un des plus forts taux de recours au diagnostic prénatal. Il arrive même qu'au motif d'éviter un risque non vital, on utilise parfois des examens qui, eux, présentent un risque vital, celui de la fausse couche. Mais croire qu'on pourrait ou qu'on devrait tout maîtriser, c'est un leurre profondément anxiogène. Et puis ça alimente des injonctions qui rendent vraiment plus difficile pour tout le monde d'affronter l'inattendu quand il se présente. Le risque, en fait, ne disparaît jamais. Il est
consubstantielle à la vie. Je crois que refuser de mettre la main sur la vie, c'est protéger une forme d'égalité, celle, au fond, d'avoir eu un commencement qui n'aura jamais été à disposition de personne. Vous voyez, on peut regarder ces deux situations. Celle où on se sait reçu pour ce qu'on est, et puis celle où on sait qu'on a gagné le droit de vivre à cause de certains critères. C'est très différent pour s'approprier son histoire. Et quand il y a eu une intention délibérée d'intervenir, il y a une responsabilité. Parents, commanditaires, biologistes, société. Et ça, c'est tout à fait nouveau dans l'histoire humaine. Un jour, peut-être qu'un Tom sera créé, génétiquement modifié pour avoir la bosse des maths. Mais s'il ne consent pas à ce projet, s'il vit ça comme une perte d'autonomie, au fond comme un pari sur sa vie que lui, en fait, il refuse. Le problème essentiel, je pense, tient à la démesure dans la volonté de maîtriser ce mystère de la naissance. Et cette démesure fragilise l'égalité devant la naissance, la liberté aussi d'être soi et la fraternité, en fait, parce que ça déplace au fond la symétrie, la réciprocité entre tous. L'enfantement ouvre à l'imprévisible parce que justement, l'enfant n'est pas prévisible. Un jour, peut-être qu'un autre Tom sera aussi créé avec le gène de l'oreille absolue, mais qui nous dit qu'il aimera la musique ? En conclusion, je dirais que probablement deux cultures s'affronteront, celle de la tentation de maîtrise et celle de l'accueil de l'imprévisible, celle de la vie prise et celle de la vie reçue. L'enfant, il apprend à ceux qui l'élèvent la joie qu'il y a à transmettre, à passer le flambeau, le relais, et même à espérer se faire dépasser. L'enfantement porte la société à mesurer que donner la vie offre de découvrir qu'on peut vouloir donner sa vie pour quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand que soi, en l'occurrence plus petit, et que c'est là le plus grand amour qui soit. L'amour parental, au fond, montre une chose au monde, c'est qu'il peut être sans condition. Et un élan de vie profond part de cet amour. Alors parions, espérons qu'il ne se laisse pas muter par l'envahissement des biotechnologies qui brouillent les esprits et qui fragilisent l'accueil de la vie. L'enfant, tout enfant, quel que soit son mode de conception, quand il ouvre les yeux sur le monde, il ouvre aussi les yeux du monde sur le nouveau qu'il est, qu'il voit, le nouveau qu'il va porter et apporter. Et sa soif de connaissance, sa capacité intacte d'émerveillement nous redit, à sa façon, que rien n'est impossible. Le miracle qui sauve le monde, écrivait Hannah Arendt, c'est la naissance d'hommes nouveaux. Le fait qu'ils commencent à nouveau l'action dont ils sont capables par droit de naissance. Et seule l'expérience totale de cette capacité peut octroyer aux affaires humaines la foi et l'espérance.
La possibilité de mettre la main sur la vie, d'acquérir une illusion, de défier le temps, de défier la mort et surtout ces injonctions à tout maîtriser avec ce refus du risque. Voilà, je crois des changements qui sont dus à cette technique et qui vraiment s'impriment petit à petit dans les mentalités si on n'y fait pas attention. Nous allons maintenant aller encore un petit peu plus loin en abordant un enjeu de premier plan dans cette question de la vie à son commencement et dans cette question de l'enfantement. C'est le sujet de la gestation pour autrui. Et pour cela, nous allons accueillir notre premier grand témoin, la journaliste Céline Revel-Dumas. Céline Revel-Dumas, bonsoir. Vous êtes notre premier grand témoin. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes formée en histoire et en philosophie. Vous êtes aussi diplômée de l'ESSEC et vous êtes journaliste. Et vous avez signé votre premier livre, GPA, le grand bluff. C'est une grande enquête très fouillée que vous avez menée sur 2 années, je crois. Je voudrais déjà, en première question, Céline, vous demander un peu l'histoire de ce livre. Qu'est-ce qui vous a mis sur ce chemin de la GPA et comment vous avez vécu, au fond, cette grande enquête ? J'ai commencé à étudier la GPA, j'en ai entendu parler à partir de 2013. Et il se trouve que je me disais que c'était extrêmement important pour les femmes, pour les enfants, d'encadrer la pratique. Donc j'ai entrepris la rédaction d'un livre pour une GPA éthique. Et le problème, c'est qu'arrivé à un certain stade de la rédaction, je me suis dit que c'était totalement irréaliste, que c'était totalement intenable. Je me suis arrêtée d'écrire, j'ai attendu, et au bout d'un moment, je me suis quand même dit, bon bah non, là, il faut se rendre à l'évidence, il faut arrêter avec les belles idées, le concret prend le dessus, la GPA éthique n'existe pas, et donc j'ai tout jeté à la poubelle, j'ai recommencé un livre qui était contre la GPA, et qui tenter de montrer que la GPA éthique n'est pas tenable. En fait, l'expérience, c'est aussi mon expérience, ce livre-là. Hein. C'est pas juste une démonstration purement théorique. Il y a l'expérience d'une femme qui, effectivement, veut le meilleur pour la femme et l'enfant et qui se trouve face à une impasse et qui reprend tout le chemin depuis le départ. Ça m'amène à une autre question. Nous, en France, voilà, pour l'instant, c'est interdit. On entend parler de ligne rouge. Nos politiques souvent disent la GPA, c'est une ligne rouge. Quand on regarde ce qui se passe au niveau des médias, on trouve plutôt que c'est un tapis rouge. À votre avis, qu'est-ce que pensent les Français de ce sujet ? Peut-être avec les réactions que vous avez aussi eues autour de ce livre. Mais en fait, c'est surtout ceux qui désirent faire une GPA qui sont favorables à la GPA. Certains expriment le fait d'être solidaires avec la souffrance des autres, c'est-à-dire, bah oui, mais s'ils ont envie d'un enfant et que cette solution existe, pourquoi leur refuser ? Et d'autres expriment au contraire une inquiétude profonde vis-à-vis finalement de la pénétration du marché à l'intérieur du corps de la femme. Donc c'est surtout ça qui inquiète. Hein. L'argument de l'enfant qui est malmené passe après un peu dans les esprits. C'est surtout le fait d'une femme malmenée et finalement de toucher à ce qu'on peut concevoir comme le sacré de la grossesse et de la maternité. Donc ouais, tout ce qui touche au corps de la femme, à l'exploitation des femmes. D'ailleurs, dans votre enquête, vous parlez d'une autre exploitation qui est souvent indispensable dans la gestation pour autrui et dont on parle moins. C'est l'exploitation de toutes ces femmes qui se retrouvent donneuses d'ovules. Oui, absolument. Pour éclater finalement la grossesse, la maternité en mère porteuse, mère donneuse d'ovules, éventuellement mère d'intention. Bah, effectivement, maintenant, le marché des ovocytes, en tout cas pas en France, parce qu'on est quand même un peu le dernier village gaulois à avoir des principes en termes de bioéthique. Dans le reste du monde, on est face à un marché internationalisé. On peut tout à fait commander des ovules sur Internet, et en général, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un catalogue auquel on peut accéder très facilement, et qui finalement propose des ovocytes avec des origines différentes et à des prix différents. En fonction de l'âge de la femme, ça ne coûte pas aussi cher que voilà, selon son niveau de formation aussi, selon la couleur de ses cheveux, de ses yeux. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte.
Et derrière ce charmant catalogue totalement cynique, hein, d'ailleurs, puisque finalement on donne un prix aux femmes, hein, il y a quand même, c'est ça la réalité de ce marché. Finalement, ceux qui ont les ovocytes qui ont le plus la cote, ce sont les ovocytes de femmes de l'Est. Alors là, il y a une guerre en Ukraine, mais c'est vrai qu'avant l'Ukraine, avant cette guerre, l'Ukraine est le réservoir mondial des ovocytes. C'est-à-dire que des femmes qui n'ont pas beaucoup d'argent vont donner leurs ovocytes. Alors, c'est très important de savoir qu'on ne donne pas des ovocytes comme un homme donne son sperme. C'est-à-dire que c'est une procédure qui est longue, qui est douloureuse, et plus on stimule, plus c'est dangereux pour la femme. Et parfois, elle risque de mourir, en fait, hein, ou sinon elle a des conséquences à très long terme ou irréversibles. C'est pas du tout anodin, pas du tout. Oui, puis certaines vendent probablement plusieurs fois leurs ovocytes font plusieurs fois cette procédure pour avoir à chaque fois. Oui, et on pourrait dire tout à fait que c'est la liberté de la femme. C'est un des grands arguments des pro-GPA. Sauf que la liberté de la femme, quand finalement ce sont les femmes les plus précaires qui le font, je crois quelle liberté, je crois qu'il s'agit d'interroger quand même cette pratique. Ouais. Donc on voit bien que c'est un marché international. Votre livre d'ailleurs qui est en trois grandes parties, passé, présent, futur. Le présent, vous avez vraiment regardé ce qui se passe dans énormément de pays. Oui, c'est ça. Oui. C'est jamais finalement exactement les mêmes modalités. Mais est-ce que vous êtes arrivé finalement à certaines conclusions en regardant ce qui se passe ailleurs ? Effectivement, c'était intéressant de faire une sorte de tour international de la GPA. C'est-à-dire que quand certaines pratiques sont interdites dans un pays, elles vont être autorisées dans l'autre. Quand c'est trop cher dans un pays, par exemple les États-Unis, c'est là où les GPA sont les plus chers. On peut atteindre les 130 000 $ très facilement. C'est même un prix de base, hein, si je me souviens bien. Aux États-Unis, un couple d'homosexuels qui fait une GPA et qui n'a pas beaucoup d'argent ne peut pas faire une GPA dans leur propre pays. C'est trop cher. Donc, ils vont au Mexique. Problème, au Mexique, les femmes n'ont pas la couleur de peau adaptée à leur demande. Donc, on veut bien qu'elles portent un enfant, mais par contre, les ovocytes doivent venir d'Ukraine pour que l'enfant soit blond aux yeux bleus et charmant et l'image de l'enfant parfait. Aujourd'hui, comme il y a une guerre en Ukraine, je crois qu'il y a beaucoup de couples qui se reportent vers la Géorgie, la Grèce. Mais les ovocytes, en tout cas, continuent à se balader dans le monde entier. Donc, en fait, finalement, quand un pays légalise, entre guillemets, ou décide d'encadrer la pratique sur son sol, ça finit toujours par faire une sorte d'appel d'air il y a une et fuite. de développer finalement après le marché plus low cost, c'est un peu ça. Le marché low cost, il y a une seconde conséquence, c'est qu'en général, quand il y a une légalisation, il y a immédiatement un marché noir qui naît. Il n'y a pas de marché légal sans marché illégal. C'est une conséquence directe de la légalisation de la pratique. Il faut bien retenir que l'illégal se sert du légal. C'est-à-dire que dès lors que la technique est permise quelque part, il y a forcément un marché noir qui se met en place. C'est automatique. Quand il y a des cliniques juste à côté qui se disent maintenant c'est légal, eh bien, il y a le pendant illégal juste à côté, oui c'est moins cher. C'est ça, hein, c'est la loi de l'offre et de la demande. On entre dans quelque chose qui est parfaitement ignoble. Et donc maintenant, ça met en place des véritables trafics d'êtres humains, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement. Ouais. Et si on se met du côté de l'enfant, donc quand il y a une GPA, vous le disiez par exemple avec un ovocyte qui vient des pays de l'Est, une mère porteuse en Ukraine, voilà, il y a quand même toujours à un moment le parent d'intention qui absolument veut transmettre. Enfin, il veut que son enfant soit son enfant, puisqu'il y a création d'un enfant. Donc, il y a une sorte de... Vous en parlez beaucoup dans votre livre, cette question de la filiation, de ce besoin de transmettre sa propre génétique, dans le sens parent-enfant. Mais en fait, quand on voit la manière dont la maternité est après éclatée, cette même filiation, elle est déniée totalement, en fait, pour l'enfant. Totalement. C'est un des grands bluffs finalement de la GPA, c'est que sous couvert de discours de parentalité sociale, puisque c'est ça, les pro-GPA vont dans le sens de l'idée d'une volonté, l'idée d'une filiation qui existerait finalement de leur propre désir et dans les termes, c'est-à-dire que c'est la filiation sociale qui est défendue. Et dans les faits, les parents d'intention, eux, ne veulent qu'une chose, c'est d'avoir un lien génétique avec l'enfant. Donc c'est problématique dans le sens où effectivement, eux veulent transmettre qui ils sont et ce même lien génétique qu'ils veulent absolument est refusé à l'enfant, puisque même s'il y a un lien génétique avec le père,
En général, on ne demande pas l'identité de la donneuse d'ovocytes. Et justement, vous avez un exemple dans votre livre sur ce sujet-là, donc de couples homosexuels masculins qui vont faire plusieurs GPA pour avoir plusieurs enfants et qui vont faire en sorte d'avoir toujours la même donneuse d'ovocytes, pas forcément la même mère porteuse, mais en tout cas la même donneuse d'ovocytes pour que leurs enfants soient vraiment frères et sœurs. Et donc, ils fabriquent des familles avec des enfants frères et sœurs, mais il n'y a plus aucune mère. Ça paraît... Oui, c'est ça, parce qu'ils n'en veulent plus de la mère. Et le lien à la mère est totalement dénié. Et ça, du côté de l'enfant, comment l'enfant il peut vivre ça, en fait, avoir une filiation éclatée, ne pas toujours avoir accès à ses origines, vivre aussi cet abandon à la naissance? On ne peut pas aujourd'hui, dans un monde où l'origine, la question du retour à soi est très importante, nier totalement l'origine de l'enfant, son information. Il y a quand même des nombreuses associations maintenant nées de la pratique de la PMA dans les années 70 où les gens se réunissent et crient leur souffrance pour dire « je ne connais pas le nom de mon père », génétique, parce qu'à l'époque c'était des dons de sperme, je ne peux plus vivre ainsi, je me sens amputée d'une partie de moi-même, donnez-moi une réponse. Et aujourd'hui, on est en train de, à l'aise, construire la même pratique pour la GPA. Le même manque, le même trou existentiel. Et Même ça, encore plus fort, parce qu'il y a toute la phase de la grossesse en tant que telle, qui est la première partie de la vie, en fait, où il se passe beaucoup de choses c'est vrai. in utero. C'est énorme, les échanges in utero. Ce qui est important quand même quand on fait grandir un enfant, c'est le discours qu'on tient. Donc, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a eu des études, notamment, je la cite régulièrement, les études de la Britannique Suzanne Golombok, qui a travaillé sur le bien-être des enfants nés de PMA ou GPA. Et souvent, elle conclut à un bien-être de l'enfant sans qu'il y ait d'inquiétude supplémentaire à avoir. En l'occurrence, il faut lire le détail de l'étude parce qu'elle explique qu'à certains stades de son développement, l'enfant, en réalité, exprime des stress, des angoisses et a des questionnements qui ne sont pas du tout anodins. Et ils réagissent en posant des questions, en demandant d'où ils viennent, pourquoi ils sont nés comme ça, et ça peut créer une grande angoisse. Le problème, ce que je reproche un peu à ces études, c'est qu'elles s'arrêtent à l'âge de 14 ans. Enfin, bon, 14 ans, c'est une blague quand on doit construire une existence, puisque finalement les grandes angoisses et les grandes interrogations peuvent commencer à cet âge-là, véritablement. On prend avec beaucoup de légèreté, je trouve, l'intérêt de l'apaisement psychologique de l'enfant, mais avec énormément de légèreté. Finalement, bon, on s'en arrangera, mais c'est pas du tout anodin dans la construction d'une personnalité que de savoir d'où on vient, pourquoi on est né, si on a été désiré, et pourquoi finalement la personne peut-être qui nous a porté nous a laissé. C'est-à-dire, un enfant pourrait très bien se dire, est-ce que je n'ai pas assez ému celle qui m'a porté ? Et surtout, ça peut aussi créer un trouble chez les enfants de la mère porteuse. Oui, qui voient leur mère abandonner un petit frère ou une petite sœur, finalement, quelque part. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis eux-mêmes se disent, mais où est cet enfant ? Oui. Et aujourd'hui, c'est oublié parce que tout ce qui est important, présenté comme important dans les grands médias, c'est l'équilibre psychologique des parents qui veulent absolument un enfant. Mais on ne peut pas avoir un enfant à n'importe quel prix. Il faut aussi parfois réfléchir au bonheur de cet enfant. Et quand on le nie, en refusant de lui accorder l'accès à ses origines et en lui avançant finalement une parentalité divisée, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Ça peut être acceptable dans le cas d'une adoption parce qu'on répare un accident, une violence faite à l'enfant, mais quand on la crée dans la GPA, quand elle est commandée, ça me semble inacceptable. Oui, puis surtout qu'on contraint aussi l'enfant à commencer cette première phase de sa vie dans une situation où d'emblée on dénie les liens d'attachement. La mère porteuse, il ne faut surtout pas qu'elle s'attache. Donc c'est un début de construction humaine qui est quand même vraiment particulier. L'abandon, il est voulu, il est programmé. Une autre question sur laquelle je voudrais qu'on aille, parce que vous l'avez aussi, on voit bien traité, puis c'est une question de premier plan en fait, c'est celle du fait que la GPA est aussi la mère de l'eugénisme quelque part, puisqu'on est dans un contrat, il y a des clauses, forcément quand on passe commande, on veut être satisfait.
Donc il y a un lien très direct entre ces grossesses programmées et le tri embryonnaire et le choix de la donneuse d'ovocytes, etc., etc. Et vous avez une phrase vraiment intéressante que j'ai relevée et qui est celle-ci. Demain, peut-être vous interrogerez-vous sur le risque que vous faites courir à votre futur enfant en ne le choisissant pas avec un diagnostic préimplantatoire. L'eugénisme, en l'occurrence, il commence à partir du choix des ovocytes. Déjà, c'est quand même une drôle d'idée d'aller choisir une mère sur un catalogue. C'est-à-dire, quand on fait un enfant avec quelqu'un, normalement, c'est parce que on chérit cette personne, ou en tout cas, on la prend dans son entier. Là, non. Là, effectivement, ce sont ses performances qui comptent. Aux États-Unis, un ovule coûte 50 000 $ quand la jeune femme qui est très jolie et très intelligente sort des meilleures universités. Donc, il y a un gros problème d'eugénisme. Et puis ensuite, effectivement, l'autre pendant de la GPA, c'est qu'on peut choisir le sexe de l'enfant grâce au DPI. Maintenant on peut choisir la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Et une dernière question, Céline, pour nos participants. Selon vous, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour lutter, si on peut dire, contre l'intrusion de la GPA de plus en plus dans notre pays, dans les mentalités aussi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est important de comprendre les couples qui sont en souffrance. Néanmoins, il est essentiel de ne pas céder au sentimentalisme. Et aujourd'hui, il y a vraiment, c'est un rouleau compresseur qui nous est présenté dans les médias et qui nous dit on ne peut pas laisser cette souffrance sans réponse. Et donc la GPA, elle vient finalement mettre... c'est un baume qu'on vient appliquer là-dessus, mais sauf que c'est irréparable. Et surtout, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. On ne montre pas ce qu'il y a de plus grave dans la GPA à travers tous les téléfilms, dont un a été présenté par Marc-Olivier Fogiel aux Heures de grande écoute. Je voulais parler d'un documentaire de France 2 qui a été présenté sur les bébés sur Internet, justement. Je vais en lire un extrait parce que c'est intéressant. C'est vraiment un documentaire qui a été diffusé en 2019. Et dans ce documentaire, on suivait un couple de Français. C'était dans Envoyé spécial en 2019, dans un documentaire qui s'appelait Bébé sur Internet, le marché clandestin. Et donc, ils rencontrent le couple, Fabien et Thomas, dont les noms ont été modifiés pour préserver leur anonymat. Et à un moment donné, le récit du journaliste, la voix off du documentaire, n'omet pas une question sur la santé de la mère. Et si la mère porteuse avait eu un problème de santé pendant la grossesse, demande-t-il au père de la petite fille de 2 ans née grâce à une femme qui est aussi sa mère génétique. C'est une angoisse qu'on avait tous les jours, répond ouvertement Fabien. S'il lui arrivait quelque chose, je serais responsable et je le porterai toute ma vie. Ça a été un moment très angoissant, indique-t-il au journaliste qui conclut l'échange en voix off avec ce commentaire. Donc c'est le journaliste qui dit ça. Fabien et son mari ont eu de la chance, tout s'est bien passé. Et pourtant non, tout ne s'est pas bien passé. Je retrouve Fabien sur les réseaux sociaux. Voici ce qu'il m'indique sur la grossesse de la mère de sa fille. Donc c'est vous l'avez rencontré, oui. J'ai fini par retrouver Fabien, parce que je voulais quand même savoir, vérifier finalement ce documentaire. Et lui, tout ce qu'il m'a dit, c'est tout s'est bien passé jusqu'au 3e mois. Après, ça a été plus compliqué par contre. Elle a eu des problèmes de reins. Elle a eu une anesthésie générale au 4e ou 5e mois de grossesse. Les médecins lui ont mis une sonde. En juillet, au 6e mois de grossesse, elle a eu des contractions. Elle a failli accoucher. Donc, vous imaginez, à 6 mois, on était finalement extrêmement angoissés. Ensuite, on a finalement passé 2 mois de grossesse, juillet, elle a passé 2 mois allongée, cette femme. Et tout ce qu'on a comme commentaire du journaliste... Et je lui ai demandé à Fabien, je lui ai dit, mais comment vous expliquez que le journaliste fait une phrase comme ça, tout s'est bien passé? Il me dit, mais non, je ne comprends pas. C'est pas du tout ce qu'il a dit. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Donc ce reportage... Et, voilà. Et ça, c'était dans Envoyé spécial sur France 2. Et j'ai interrogé le journaliste, naturellement, parce que droit de réponse oblige. Il m'a dit que finalement, le tout s'est bien passé avait trait à l'expérience dans son entièreté. Globale. Voilà. Merci beaucoup, Céline, d'être venue nous parler de la GPA ce soir.